Tu connais ce moment où tout ce que tu as patiemment construit commence à s'effondrer? Quand des années passées à garder profil bas, à ravaler ta fierté, à jouer le jeu, volent en éclats à cause d'une erreur aussi bête qu'un micro resté ouvert. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 3 mois. Une réunion en visioconférence, 47 collègues connectés, et cette notification bancaire comme un coup près. Je me revois encore fixer mon écran, incapable de bouger, alors que la fenêtre de chat explosait de messages, que les visages se décomposaient. Certains avaient l'air choqués, d'autres complètement perdus, mais il y avait surtout ce regard, celui que je n'oublierai jamais, comme si on m'avait percé à jour, comme si j'avais menti sans même le savoir. Ça doit être sympa, a écrit quelqu'un. 3 mots. Mais c'était une accusation. Et puis le message privé de mon responsable est apparu. Reste après l'appel. Il faut qu'on parle. J'ai eu la nausée immédiate. 5 ans dans cette boîte et en 30 secondes, j'étais devenue quelqu'un d'autre à leurs yeux. Pardon, je devrais peut-être reprendre depuis le début. Je m'appelle Lila Morel, j'ai 39 ans. Jusqu'à récemment, j'étais directrice stratégique senior chez Cascade Studio, une agence de création numérique. J'y ai travaillé sans relâche depuis mes 34 ans. Avant ça, c'est précisément ce qui m'a permis d'avoir 6,7 millions d'euros à transférer ce jour-là. Mais avant de tout vous raconter, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur j'aime si vous avez déjà été jugé sur des apparences. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore si ce qui m'est arrivé est un truc bien parisien ou si c'est universel. Donc, l'argent. Ma mère était morte quand j'avais 8 ans. Un cancer foudroyant. Mon père m'a élevé seul. Un homme brillant, complexe, souvent distant. Il était ingénieur logiciel à l'époque des débuts de l'Internet. Il a bossé pour 3 startups qui ont toutes fait faillite. Et puis, en 2005, il a cofondé une société appelée Cryptel. Leur mission? Développer des outils de chiffrement pour les systèmes bancaires. J'avais 22 ans à l'époque, fraîchement diplômée. Je me souviens qu'il m'avait appelée tout excitée, me disant que cette fois, c'était la bonne. J'avais déjà entendu ce discours. Alors j'avais juste répondu « Super, papa ». Et je suis retournée à mes révisions. Pendant les 5 années suivantes, je ne l'ai quasiment pas vu. Il travaillait tout le temps. Notre relation, déjà bancale depuis le décès de ma mère, s'est réduite à des appels à Noël et quelques mails. En 2010, il a fait une crise cardiaque au travail. 59 ans. À l'enterrement, des types en costard mal taillé me parlaient de lui comme d'un génie. Ils disaient que son logiciel avait révolutionné le secteur, que l'entreprise allait être rachetée à prix d'or. Je hochais la tête, les remerciais, mais au fond de moi, je bouillonnais. Il avait choisi son boulot au lieu de construire un lien avec moi. Et puis son avocat m'a appelé. Mon père m'avait tout légué. La maison, les brevets, les parts dans Cryptel. 3 mois plus tard, le rachat a été finalisé. J'avais 27 ans. Et soudain, j'étais multimillionnaire. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes colocs, ni à mon copain. Personne. Parce que cet argent me semblait sale. Comme une indemnité pour une enfance sans affection. J'ai fait 3 choses avec cette fortune. J'ai remboursé mon prêt étudiant, j'ai acheté un petit appart sans crédit et j'ai placé le reste intelligemment. Ensuite, j'ai trouvé un boulot normal. Et j'ai vécu comme une femme lambda gagnant 42 000 euros par an. Pourquoi? Sans doute par culpabilité. Ou par peur que l'argent me change. Ou peut-être pour punir mon père en refusant de profiter de ce qu'il avait construit. Des années plus tard, en thérapie, j'ai compris beaucoup de choses à ce sujet. J'ai vécu de façon frugale. J'ai choisi des emplois pour ce qu'ils m'apportaient humainement, pas pour leur salaire. Je suis sortie avec des gens qui n'avaient aucune idée que je pouvais, en un clic, racheter leur immeuble. J'ai regardé mes amis se débattre avec leurs dettes et le coût de la vie pendant la crise de 2008, tout en laissant mon capital croître sans y toucher. Quand j'ai rejoint Cascade Studio, mon portefeuille dépassait les 8 millions. Je vivais toujours dans le même appartement, je conduisais encore ma vieille Peugeot, j'apportais mes repas au bureau et j'hésitais à demander une augmentation comme tout le monde. Quand mes collègues râlaient sur les fins de mois, je compatissais. Quand ils proposaient des after-work dans des bars pas chers, j'étais toujours partante. Quand mon manager, Julien, m'a dit que mes 5% d'augmentation passeraient à 2% à cause des restrictions budgétaires, j'ai accepté. Parce que je jouais un rôle. Le rôle de la collègue ordinaire avec des galères ordinaires. Et à force de jouer, j'avais fini par y croire moi-même.
Puis mon immeuble a été vendu à un fonds qui comptait transformer toutes les copropriétés en logements locatifs. Je devais déménager. Après plusieurs semaines de recherche, je suis tombée sur une propriété incroyable en périphérie de la ville. 12 hectares de verdure, une maison principale, une maison d'amis et une ancienne grange reconvertie en espace de travail lumineux. Dès que j'ai mis les pieds sur le terrain, quelque chose en moi s'est fissuré. Comme si, pour la première fois, je me permettais de voir une autre vie. Une vie où je cessais de me cacher, où j'assumais mes moyens, où je réalisais enfin le rêve d'un studio de design à moi, au lieu de construire celui des autres. Un lieu qui pourrait accueillir d'autres femmes créatives en manque d'opportunités ou de mentorat. Le prix ? 6,5 millions, frais et rénovation incluses. Le virement final s'élevait à 6,7 millions. J'ai fait une offre. Elle a été acceptée. Et le jour où la banque m'a appelé pour confirmer les détails du transfert, c'était un lundi matin. Réunion Zoom hebdomadaire, tous connectés. J'étais persuadée d'avoir coupé mon micro. J'ai même fait le petit geste poli de la main, celui qu'on fait quand on parle à quelqu'un hors champ, sans vouloir interrompre la réunion. Mais non. Le micro était toujours actif. Et pendant 2 longues minutes, 47 personnes m'ont entendu épeler mon nom, confirmer mon adresse et valider le virement de 6,7 millions d'euros. Quand j'ai compris que tout le monde avait entendu, le chat de la réunion était déjà en feu. J'ai bien entendu. Qui vient de parler de 6,7 millions ? C'était Lila. Ça doit être sympa. Et là, tout bascule. Ce n'était pas juste de la surprise. C'était une suspicion. Une question déguisée en reproche. Comment une fille comme toi peut avoir autant d'argent ? Qu'as-tu fait pour ça ? Qui es-tu vraiment ? Puis le message privé de Julien. Reste en ligne après l'appel. Il faut qu'on parle. La réunion s'est terminée. Tout le monde s'est déconnecté, sauf lui. Son visage neutre s'affichait toujours à l'écran. Eh bien, dit-il en se penchant légèrement en avant. C'était inattendu. Je n'ai rien répondu. Lila, je ne sais pas ce qui se passe, mais cela soulève des interrogations. Des interrogations sur quoi ? Ai-je fini par dire. Cela fait 5 ans que tu es là, tu n'as jamais trop négocié ton salaire, tu as accepté les conditions sans discuter. Et là, on découvre que tu peux effectuer un virement de plusieurs millions. Je me demande si tu as été totalement transparente sur ta situation. Le mot « situation » m'a donné des frissons. Mes finances personnelles ne concernent pas mon travail ici, ai-je répondu, la voix plus assurée. Je n'ai jamais menti sur mes compétences ou mon implication. Mais tu as laissé une certaine image se construire, a-t-il insisté. L'équipe te voit comme l'une des leurs. Si elle découvre que ce n'est pas le cas, cela affecte l'équilibre. La confiance. Et là, j'ai compris. On ne m'accusait pas d'avoir menti. On m'accusait d'avoir refusé de jouer le rôle qu'on m'avait attribué. Il faut que je sache d'où vient cet argent, a continué Julien. Tu as une activité parallèle ? Un conflit d'intérêts potentiel ? L'implication était claire. Une femme comme moi ne pouvait pas légitimement posséder autant. Ça devait être louche. Ou alors, j'étais une menace, une concurrente infiltrée. Ce n'est pas un sujet que je suis prête à aborder, ai-je dit, la gorge serrée. Je vais devoir insister, a-t-il répliqué. En tant que responsable, c'est mon devoir. Et là, j'ai craqué. 5 ans à être sous-estimé. À voir des hommes moins compétents promus avant moi. À faire tout le boulot pour ensuite regarder Julien mener les réunions en mon nom. Non, Julien, tu n'as aucun droit sur mes finances. Elles ne regardent que moi. Son visage s'est durci. Je vais devoir transmettre ça aux ressources humaines et à Madame Séverin. Faites donc, ai-je dit. Et j'ai coupé la caméra. Je suis restée figée devant mon écran, tremblante, tandis que les messages affluaient, certains de soutien, d'autres curieux, d'autres franchement hostiles. Nora, que je croyais proche. Hey, t'étais planquée avec tout ce fric ? On aurait pu viser des bars plus sympas. Lol. Hugo, un jeune designer que j'avais mentoré. Pourquoi tu t'es battu pour que j'aie une augmentation, si l'argent n'est pas un souci pour toi ? Et puis ce message de M. Delmas, le directeur de création, qui m'avait déjà ignoré 2 fois pour une promotion. Mon bureau. 15 heures. Pas d'excuses. J'ai fermé mon ordinateur. Et le silence est tombé, glacial. Mon monde venait de changer. Tout ce que j'avais soigneusement bâti s'effondrait. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il en resterait. Honnêtement, j'ai failli ne pas aller à ce rendez-vous avec M. Delmas. Je suis restée assise dans ma voiture, sur le parking de l'agence, 20 bonnes minutes, le regard dans le vide,
les mains moites sur le volant. Une partie de moi voulait fuir, tout plaquer, ne jamais revenir. Mais une autre, plus tenace, m'a poussée à sortir. Peut-être par fierté, peut-être par colère, ou peut-être simplement parce que je déteste qu'on me juge sans me connaître. Alors, j'ai traversé les portes vitrées, sentant tous les regards se tourner vers moi. Les conversations qui s'arrêtaient dès que je m'approchais. Les murmures. Monsieur Delmas m'attendait dans son bureau, derrière la cloison vitrée. « Ferme la porte », a-t-il dit en guise de bonjour. Je me suis exécutée et je me suis assise silencieuse. Il s'est renversé dans son fauteuil, m'a regardé comme un analyste observant un bug dans le système. « Alors » a-t-il lancé. « Tu nous as caché des choses ?»« Je ne vois pas de quoi tu parles » ai-je répondu, en m'efforçant de garder mon calme. Il a ricané, sans amusement. « Allons, Lila, 6,7 millions, ce n'est pas une somme anodine. La vraie question c'est, pourquoi quelqu'un avec de tels moyens reste à ce poste, avec ce salaire ?» Il avait appuyé sur « ce poste » comme si c'était une tare, comme si j'étais une sorte d'anomalie. J'aimais mon travail, ai-je dit, simplement. Enfin, je croyais. Difficile à croire, a-t-il répliqué. Les gens comme toi ne prennent pas ce genre de job, à moins d'avoir une motivation précise. Des contacts? Des infos? C'est quoi ton angle? Les gens comme moi, ai-je répété, sentant ma colère monter. Les gens avec des ressources, a-t-il précisé, mais on savait tous les deux ce qu'il voulait dire. Ça fait 5 ans que je suis ici, ai-je dit. J'ai ramené des clients majeurs, j'ai formé les jeunes recrues, j'ai tenu les délais impossibles que TU imposait. Si j'avais un angle, tu ne crois pas que je l'aurais déjà joué? Il a haussé les épaules. Ou peut-être que tu prépares un gros coup. Récupérer nos clients, monter ta propre structure, qui sait? Et c'est là que j'ai compris. Il avait peur. Ils avaient tous peur. Du jour au lendemain, ils ne me voyaient plus comme une collaboratrice, mais comme une menace. Mes finances personnelles n'ont rien à voir avec mon travail, ai-je affirmé. Je suis irréprochable, comme le montrent toutes mes évaluations. Alors explique cet argent, a-t-il insisté. Parce qu'en attendant, ça crée un climat malsain. Tout le monde en parle. On doit contrôler le message. Contrôler le message. Comme si ma vie était une campagne de pub. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pardon. Je ne te dois aucune explication. Cet argent vient d'un héritage. C'est légal, transparent. Ça n'a rien à voir avec Cascade, ni avec nos clients. On va devoir te mettre en congé administratif pendant que les ressources humaines analysent tout ça. Analyser quoi? Ai-je dit, incrédule. Quelle règle ai-je enfreinte? C'est la procédure, a-t-il répondu, d'un ton détaché. 2 semaines payées. Le temps de clarifier les choses. En quittant son bureau, j'avais l'impression d'étouffer. Tous les liens que j'avais noués, toutes ces années, se tordaient maintenant sous le poids des soupçons. Dans le parking, Nora m'a rattrapée. « Attends, Lila. » Je me suis retournée, préparée à un énième sous-entendu. « C'est n'importe quoi ce qu'ils te font, » a-t-elle dit, visiblement mal à l'aise. « Mais je ne comprends pas. Si tu avais tout cet argent, pourquoi tu vivais comme nous ?»« Comme quoi ?» ai-je demandé. « Comme une collègue qui galère, qui parle de son loyer, de ses dettes, comme si elle était dans le même bateau. » Et ça m'a frappée. Parce qu'elle avait raison. Je m'étais fondue dans le décor. Pas pour tromper, mais parce que je me mentais à moi-même. Je n'ai jamais menti sur qui je suis, ai-je dit calmement. Je n'ai juste pas tout dit. Mais c'est ça le truc, a-t-elle insisté. Tu nous racontais tout. Tes ruptures, tes galères avec ton père, cette intoxication alimentaire à ce dîner client. Et ça, tu ne l'as jamais mentionné. Ça rend le reste bizarre. Je n'avais pas de bonne réponse. Alors je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée. Les 2 semaines qui ont suivi ont été surréalistes. Courriel froid des ressources humaines. Message passif-agressif de Julien. Certains anciens collègues que je croyais proches ont disparu. Sauf Hugo. Il m'a appelé le 3e jour. « Je suis désolée pour mon message », a-t-il dit d'emblée. C'était idiot. J'ai réfléchi et je crois que je comprends. « Comprends quoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi tu t'es battu pour mon augmentation ?» Parce que ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de valeur, de ce que vaut mon travail. J'ai senti les larmes monter. Oui, exactement. Il raconte n'importe quoi sur toi, a-t-il ajouté. Monsieur Delmas dit que tu montes une boîte concurrente. Julien insinue que tu as gagné ton argent avec un procès. Genre, t'es une procédurière professionnelle. J'ai éclaté de rire, amer. J'ai dit que c'était ridicule, a poursuivi Hugo.
Et Delmas m'a pris à part. Il m'a dit de faire attention à qui je m'associe pendant la transition. Transition, ai-je répété. Je crois qu'ils cherchent une excuse pour te virer, a-t-il dit. Ils ont peur de toi maintenant. Une fois seule, dans mon petit appartement que j'avais refusé de quitter pendant des années, j'ai regardé autour de moi. Les meubles Ikea, les tableaux achetés en ligne, mon vieux canapé en tissu bouloché. Je me suis vue comme à travers un miroir fissuré et j'ai compris que je vivais dans la peur. Peur de ce que je pouvais devenir si j'assumais ma puissance. Peur d'être jugée. Mais les jugements étaient déjà là, alors il était peut-être temps d'arrêter de m'excuser pour exister. Le lendemain matin, j'ai appelé mon conseiller financier, puis mon avocate. Ensuite, j'ai contacté Madame Séverin, la vice-présidente, pour lui demander un rendez-vous en personne. 2 jours plus tard, je suis entrée dans les bureaux de Cascade Studio dans une tenue que personne n'aurait pu associer à l'ancienne Lila. Fini le pantalon de tailleur neutre, le chignon bâclé, les pulls gris qu'on oublie dès qu'on les a vus. J'avais enfilé un costume parfaitement coupé, une pièce sur mesure achetée dans un atelier confidentiel du 7e arrondissement, bien au-dessus du loyer moyen de mes collègues. Mes cheveux étaient tirés avec soin dans une coiffure nette, assumée. Je suis arrivée dans la salle de réunion où m'attendaient Madame Séverin, Monsieur Delmas, Julien et une représentante des ressources humaines dont j'avais oublié le prénom. « Merci d'être venue, Lila », a entamé Madame Séverin avec cette politesse glaciale propre au cadre supérieur. Nous voulions évoquer... Je démissionne, ai-je annoncé. Avec effet immédiat. Les visages se sont figés. Mais nous n'avons pas encore terminé notre analyse, a balbutié la représentante RH. Il y a une procédure à suivre. Je ne suis pas intéressée par votre procédure, ai-je répliqué. Ce que vous avez créé ici, c'est un environnement hostile, fondé sur des suppositions infondées à propos de ma vie privée, ce qui est, je vous le rappelle, parfaitement illégal. Inutile de menacer qui que ce soit, a coupé M. Delmas, rouge écarlate. Nous cherchons simplement à comprendre. Non, vous cherchez à contrôler un récit qui ne vous appartient pas, ai-je répliqué. Mais c'est fini. Je pars. Si c'est une tactique de négociation, a commencé Julien. J'ai éclaté de rire. Ce n'est pas une négociation, c'est une faveur. Je vous informe que je ne remettrai plus les pieds ici. Et je veux que mon solde de tout compte soit versé immédiatement. Et tes projets ? Tes clients ? A demandé Madame Séverin, soudain inquiète. Tout est documenté. J'ai préparé un dossier de transition. Contrairement à vous, j'ai le sens du professionnalisme. La RH semblait paniquée. Juste pour être clair, vous n'envisagez pas une action en justice ? Cela dépend, ai-je répondu en les regardant un à un, de la manière dont vous gérerez la suite. Je suis sortie de cette salle de réunion plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Libre. Mais ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, après avoir finalisé l'achat de ma propriété, j'ai fondé mon propre studio de design. Je l'ai appelé Studio Morel, en hommage au nom de famille de mon père. La grange a été transformée en un espace de travail lumineux, épuré, fonctionnel. La maison d'amis est devenue une résidence pour un programme de mentorat que j'ai lancé pour des femmes créatives, issues de milieux modestes, en reconversion ou bloquées dans des structures toxiques. J'ai commencé à passer des appels, non pas à voler les clients de Cascade, je n'en avais pas besoin, mais pour contacter des talents que j'avais rencontrés, admirés, mais vus piétiner. Hugo a été mon premier recrutement. Quand Nora a appris la nouvelle, elle m'a écrit « Donc en fait, ton plan, c'était de débaucher les gens. » « Aucun plan, ai-je répondu. Juste reconnaître la valeur là où elle est. 6 mois plus tard, Studio Morel rayonnait. Nous étions une petite équipe, mais nous faisions du bruit. Notre travail était déjà repéré dans les milieux créatifs. Je payais les salaires au-dessus du marché, j'offrais des parts dans l'entreprise aux premiers collaborateurs. J'étais en train de construire ce que j'avais toujours cherché ailleurs, sans jamais le trouver. Et puis, le coup de fil est arrivé, un numéro connu. Lila, c'est Madame Séverin de chez Cascade. Mon cœur a battu un peu plus vite, mais ma voix est restée calme. Que puis-je faire pour vous ? Je vous appelle pour une éventuelle collaboration, a-t-elle dit, un peu tendue. Nous avons suivi le travail de Studio Morel, c'est impressionnant. Merci, ai-je dit, sans rien ajouter. Le fait est que nous avons perdu certains comptes récemment. Nos clients trouvent que notre direction créative manque de fraîcheur. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. C'est une situation délicate. Nous aimerions envisager un partenariat avec votre studio.
pour quelques projets, apporter un regard neuf. L'ironie était exquise. Cette entreprise qui m'avait poussé vers la sortie souhaitait désormais m'engager, à mes conditions. Envoyez-moi les détails, ai-je dit. J'y réfléchirai. Et Lila, a ajouté madame Séverin, je voulais dire, ce qui s'est passé, cela n'a pas été bien géré. J'aurais dû intervenir. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais c'était un aveu. J'ai accepté le projet, et j'ai demandé à Hugo de le diriger. Le jour où nous sommes retournés chez Cascade, lui comme chef de projet, moi comme fondatrice et directrice, j'ai vu le regard de M. Delmas lorsqu'il a compris qu'il devait désormais passer par Hugo pour valider quoi que ce soit. Ça valait chaque centime des 6,7 millions. Mais tu sais quoi? Le vrai triomphe, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le regard stupéfait de M. Delmas, ni le retour en grâce dans les bureaux qui m'avait rejeté. Non, la vraie revanche, c'était d'avoir enfin osé vivre pleinement en étant moi-même. Sans masque, sans retenue, sans m'excuser d'exister. Aujourd'hui, le programme de résidence de Studio Morel accueille 3 femmes créatives chaque année. On leur offre un logement, une bourse, un accompagnement sur mesure. La plupart n'ont aucun réseau, aucun soutien familial, parfois même aucun diplôme. Je les vois grandir, s'affirmer, construire leur portfolio, décrocher leurs premiers clients. Et à chaque réussite qu'elles vivent, quelque chose en moi se répare. Quelque chose qui s'était brisé bien avant ce maudit appel Zoom. Le mois dernier, Studio Morel a été désigné Agence de l'année dans notre catégorie. Lors de la remise des prix, c'est moi qui ai pris la parole. Et j'ai tout raconté. L'argent, la honte, la libération. Je l'ai dit sans détour, j'ai longtemps caché qui j'étais par peur d'être jugée, exclue, rejetée. Et j'ai fini par l'être quand même. Mais aujourd'hui, je ne me cache plus. Dans le public, il y avait des visages connus, dont celui de M. Delmas, récemment rétrogradé après la perte d'un gros client. Nos regards se sont croisés pendant mon discours. Et c'est lui qui a baissé les yeux le premier. Parce qu'il savait. Il savait que ce que j'avais bâti, il ne pourrait jamais y toucher. Et c'est peut-être ça, la meilleure forme de revanche. Ce n'est pas de tout détruire derrière soi. C'est de construire quelque chose de tellement beau, de tellement juste, que ceux qui ont voulu t'éteindre doivent désormais l'admirer de loin, sans pouvoir y appartenir. Ce jour-là, j'ai compris que cette erreur de micro, cette humiliation publique, avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle m'a forcé à sortir de l'ombre, à arrêter de vivre dans la peur, à utiliser ce que j'avais au lieu de le minimiser, à construire enfin quelque chose qui avait du sens, pour moi et pour les autres. Alors, si toi, en m'écoutant, tu te reconnais ne serait-ce qu'un peu, si tu caches une partie de toi, que ce soit ton talent, ton ambition, tes moyens ou même ta douleur, demande-toi ce qui te retient vraiment. Parce que les jugements viendront de toute façon. Autant qu'ils te trouvent debout, droit dans tes bottes, assumé dans ta puissance. Oh, et ce fond derrière moi, ce sont les étagères sur mesure de mon salon. Cette lumière parfaite, une installation professionnelle. Cette vie, elle est à moi, authentique, méritée, conquise. Si mon histoire t'a touché, abonne-toi, clique sur « J'aime » et raconte-moi dans les commentaires si toi aussi, tu as déjà dû cacher une partie de ce que tu es pour pouvoir exister parmi les autres. Ou si, comme moi, tu as connu ce moment où continuer à faire semblant devenait plus douloureux que d'affronter la vérité. J'ai encore plein de choses à raconter. Et maintenant, je suis prête à les partager. Merci d'avoir écouté ma vérité. On se retrouve très vite